Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien. La nouvelle expression qui met en sa une diaspora, le réseau des parlementaires à Douala. Députés et sénateurs ont poursuivi la campagne à Douala où ils ont consulté de nombreux acteurs politiques, leaders de la société civile, leaders religieux, dont Monseigneur Samuel Kleda. Pour le prélat, il faut que les gens de la diaspora reviennent au pays, trouver leur place dans la société camerounaise pour développer notre pays. Le journal parle aussi de l'ART, l'ex-DG coincé à Kondengui. Le tribunal a ordonné le rejet de sa candidature. La mise en liberté s'est déclarée incompétent quant à la main levée du mandat de détention. Le journal parle aussi de la mairie de Douala avec le budget revu à la baisse de 59 milliards à 46 milliards de francs CFA. Sud Cameroun, révolte des chefs traditionnels, les chefs des villages, dont une dame, ont publiquement défié l'autorité du sous-préfet de Campo, donc ils accusent de complicité avec leur bourreau. Le journal L'Œil du Sahel met en sa une Boko Haram, 109 terroristes déposent les armes. Et le journal indique qu'ils ont exprimé leur regret d'avoir rejoint les rangs de la nébuleuse suite à un certain nombre de promesses qui leur avaient été faites d'avoir une vie de luxe, mais des années plus tard, ils découvrent qu'ils ont été simplement trompés, écrit donc le journal. Le quotidien Le Messager met en sa une le devoir des mémoires, l'héritage de Douala Mangabel en péril, mort par pendaison le 8 août 1914. Les legs de ce héros du nationalisme peinent à féconder les nouvelles capacités créatrices du régime pour faire face aux défis majeurs du pays aujourd'hui. Conseil supérieur de la magistrature, le temps des arnaques, écrit le journal. Et de même que le journal parle de Bancomo, la peau de chagrin du centre d'excellence de la CAF. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une lutte contre le coronavirus. Les chiffres qui rassurent, 7,5 millions de comprimés de chloroquine et d'azithromycine produits localement, plus de 91% de patients guéris. Le journal revient donc sur cette actualité, de même que le quotidien Mutation parle du Conseil supérieur de la magistrature. Des jeux d'ombre se multiplient pour peser sur les conclusions du conclave prévu lundi prochain. Le journal Émergence met en sa une justice. Le Cameroun est-il un état de non-droit? Justice aux ordres, miné par la corruption, le népotisme, le trafic d'influence. Autant de tas qui interpellent les Camerounais. 10 experts s'affrontent. Le journal Le Jour met en sa une à propos d'une rébellion dans la Damawa, décryptage d'une vidéo annonçant un mouvement insurrectionnel, ce qui crée une certaine fébrilité. Les forces de maintien de l'ordre véritablement prêtes à parer à toute éventualité. Jusqu'où les églises de réveil tailorer les églises de réveil, la crise de Covid-19 a révélé des aspects obscurs de certains cultes. 30 ans après, on en reparle, logement promis aux héros du mondialé italien. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse parue en kiosque. Le quotidien L'économie aussi, qui parle d'environnement, une nouvelle forme en matière de gestion des résidus miniers. L'annonce a été faite le 5 août par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il arrive dans un contexte où de nombreux pays, les déchets issus directement ou indirectement de l'exploitation minière sont abandonnés en plein air, entraînant de nombreuses conséquences. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du vendredi. Georges Sémé, bonjour. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps sur le plateau de la revue des Grandes Unes. Et évidemment, quelle est avec aussi l'actualité qui vous a marqué? Bonjour à vous, Chouniette. Je salue bien évidemment nos sympathiques téléspectateurs. Et je suis très heureux de vous revoir dans le cadre de cette émission. Alors, l'actualité qui m'a marqué, c'est plutôt deux événements, ou alors deux non-événements qui devaient avoir lieu cette semaine, mais qui n'ont pas finalement eu cours. La presse avait déjà annoncé l'arrivée au Cameroun du président nigérian. Ça n'a pas été le cas. Et on n'a pas eu droit au traditionnel communiqué qui venant de la présidente de la République annonçant l'arrivée du président nigérian Muhammadu Buhari. Malheureusement, la presse est allée très vite en besoin, annonçant qu'il devait être là il y a 2 jours. Il n'est pas venu. Et l'actualité qui explique peut-être le report du Conseil supérieur de la magistrature est également une actualité qui m'a marqué. C'était annoncé pour le 6, finalement ça aura lieu le lundi prochain. Et je me demandais si l'annonce de la venue au Cameroun du président nigérian n'était-elle pas cause du report
du Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement, tous les deux événements annoncés n'ont pas eu lieu. Donc voilà les deux actualités qui m'ont marqué. Qui vous ont marqué. Camille Dele, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, vous connaissez déjà le rituel. Jean-Paul Souniel, bonjour. Bonjour Georges Sémé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, le fait qui m'a marqué, c'est bien évidemment le tour de manivelle de Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde s'attendait à ce qu'il a maintenu le suspense jusqu'au bout. Et c'est hier, avant-hier, on nous dit qu'il avait dit qu'il ne se présenterait pas. Et hier, on nous annonce qu'il se présenterait. C'est un fait qui a énormément surpris beaucoup de personnes. Il y en a d'autres qui ne se sont pas retrouvés surpris, mais toujours est-il que ce président de la République de Côte d'Ivoire qui a fait énormément, qui a donné énormément en 10 ans et qui avait promis à ses concitoyens qu'il ne ferait que 2 mandats. Alors, donc voilà qui fait marche arrière, qui fait machine arrière et qui décide de se présenter alors que... mais il avait dit quand même que sous réserve, si la vieille garde se présente, lui aussi se présenterait. Oui, mais en fait, moi je tiens d'abord compte de sa promesse initiale. Il avait dit qu'il ne ferait que 2 mandats, il s'en irait. Et en 2 mandats, il a fait énormément. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors comment conditionner maintenant son retour du fait que d'autres se sont présentés? Moi, je pense qu'avec tout ce qu'il y a comme tension, avec la sortie de Guillaume Soro, avec... Laurent Gbagbo qui est en train aussi de s'agiter comme un beau diable dans un bénitier et avec d'autres forces centrifuges qui menacent la stabilité en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que cette décision d'Alassane Ouattara plonge le pays dans un cycle de... Est-ce que ce n'est pas le décès de Mamadou Gon Coulibaly qui a aussi peut-être le président a jeté un coup d'œil, a vu qu'il n'avait pas l'homme providentiel? Je ne sais pas si Coulibaly, le Premier ministre Coulibaly, était absolument indispensable pour la continuation de la démocratie, encore que les cimetières sont pleins de gens que l'on pensait indispensables. Je crois tout simplement qu'il ne faut pas que sa décision de revenir aux urnes produise les mêmes effets qu'il y a 10 ans. Parce que vous vous souvenez très bien que si la Côte d'Ivoire a plongé dans un conflit qui a causé des millions de morts, c'est parce que Laurent Gbagbo lui-même n'a pas voulu partir tranquillement. Donc, savoir partir est une chose très très importante en politique et il ne faudrait pas que les choses le quittent parce qu'il n'a pas su quitter les choses avant. Georges Sémé, démarrons par cette une du quotidien Le Messager. Rodolphe Douala-Manga, devoir de mémoire, il est presque oublié et les régimes successifs ne se sont, comme dans d'autres pays africains, ne se sont pas approprié cette philosophie qui était celle de Douala-Manga, de voir des peuples africains libres, capables de prendre eux-mêmes leurs décisions. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de la mémoire de Douala-Manga, si ce n'est que cette commémoration de routine qui est faite chaque semaine du 8 août? D'abord, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à nos confrères du Messager qui ont placé à la une le Tété Combo, le chantre même du Tété Combo, Rodolphe Douala-Manga, parce que généralement le Messager nous a habitués à d'autres unes un peu plus incendiaires que celle-là. Je leur tire un coup de chapeau. Je dirais qu'ils ont parfaitement raison de dire que Douala-Manga est pratiquement oublié parce que sa célébration se réduit simplement au canton Bel. Au canton Bel, et la seule manifestation de l'administration, c'est quand le gouverneur arrive, dépose une gerbe de fleurs en 2 minutes et s'en va. Et le maire de la ville également vient faire un petit tour, il dépose une gerbe de fleurs et s'en va. Donc je pense que c'est assez minimal vu la qualité de l'homme, la qualité qu'a été l'homme, vu les causes qu'il a défendues pour l'émergence des peuples camerounais. Parce que vous savez qu'il a été persécuté par la colonisation, parce qu'il défendait l'administration coloniale allemande. Exactement, parce qu'il défendait les terres, pas seulement Sawa, mais également les terres du Cameroun, parce qu'il avait constitué un bon petit réseau de chefs qui étaient emprunts à la récupération des terres par les colons. Donc il était le chantre de cette réaction contre l'expropriation. Et je pense qu'en cela, simplement, il devrait mériter une célébration qui se réduit simplement au canton Bédon. Nos confrères du Messager ont parfaitement raison de dire qu'il est quasiment oublié. Or, c'est un sujet très actuel parce qu'il y a un débat sur les terres. On nous a parlé il y a quelques jours de la vallée Tuntem et on nous a parlé également de la réserve des Baux où il y a des velléités d'expropriation de certaines populations autochtones. Donc je crois que c'est un sujet qui est opportun, sur lequel on mériterait de se pencher, et en ayant
comme devoir de mémoire Rudolf Douala Mangabel, qui a lutté contre l'expopulation des autochtones sur les terres. Je pense qu'il aurait plus mérité qu'on le célèbre que cet aspect réducteur au canton Bel. Camille Nélé, comment comprendre aussi que tout au moins on se serait attendu voir toute la communauté Sawa fédérée autour, et même le Cameroun tout entier, mais ce n'est pas le cas. Et curieusement, juste à quelques mètres de là où avait été pendu, je vais dire, dans le même rayon où avait été pendu Rudolf Douala Mangaba, de même là où il a été inhumé, et il y a le monument L'Éclair qui se dresse fièrement, même si André Blaise Issama a voulu démonter ça. Il a d'ailleurs fait la prison. Comment comprendre qu'on continue de négliger nos héros au bénéfice de ceux qui sont venus plutôt nous priver de nos libertés? Non, il faut dire que Douala Mangabel a été véritablement ce qu'on appelle un martyr. Après avoir combattu la décision forcenée des Allemands de faire même base sur les terres en expropriant les populations, il est allé jusqu'au Reichstag, au Parlement allemand, porter la cause du Cameroun. Et ça, il fallait le faire en 1900. Tout à fait. Bon, et maintenant de retour... Avec la longueur du voyage. La longueur du voyage, même non seulement la longueur du voyage, mais seulement les conditions par lesquelles il est entré à l'intérieur du Parlement allemand en pleine session. Ça, il fallait le faire à cette époque-là. Et comme il parlait parfaitement allemand, vous vous imaginez bien. Maintenant, ce qui est assez typique, c'est que de retour au pays, l'administration allemande qui était sur place l'a fait arrêter, l'a traduit devant un tribunal et l'a condamné pour haute trahison. Il a trahi qui? L'Allemagne ou les Camerounais? Parce qu'en réalité, les Allemands n'étaient pas des propriétaires du Cameroun. Revendiquant ce qui lui revenait de droit. Il est mort revendiquant ce qui lui revenait de droit. Mais il y a des livres qui ont été écrits, c'est que les conditions même du procès, et ce qui est extraordinaire, c'est même après l'avoir condamné, j'ai l'impression que les Allemands ont eu une sorte de mauvaise conscience. Parce qu'ils lui ont dit, bon, écoute, monsieur, on va te pendre demain, tu peux aller dire au revoir à ta famille et revenir. Tu nous promets de revenir? Il dit, oui, je reviens, sur l'honneur, je reviens. Il est allé. Il est revenu. Il est allé, il a fait ses adieux, il a donné des instructions à sa famille, il est revenu, il est allé seul, pas accompagné, il est revenu dans sa prison. Le lendemain matin, on l'a pendu haut et court. Bon, c'est ce que, dans le canton Djonjo, on appelle Djimiana Tenakwili, c'est-à-dire que la foi jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort. Il a accepté, il a dit que je vais mourir, et d'ailleurs, au moment d'être pendu, il a dit les Allemands ne fouleront jamais plus le Cameroun. La preuve, la guerre de 1914 est arrivée quelques mois plus tard, et ils sont partis par la suite. Mais vous avez soulevé le problème de ce monument, de cette absence même de monument de Douala Mangabel, et de ce monument du colonel de Haute-Cloque, parce qu'il ne s'appelle pas Leclerc, c'est un nom de guerre. Tout à fait. Qui est venu là, qui trône au milieu, sur la place de la poste centrale. En réalité, c'est à 75 mètres de là où Douala Mangabel a été pendu. Bon, on a vu le Camerounais Essamé, qui lui milite pour la reconnaissance officielle des héros, et qui s'en est pris à cette statue, qui est d'ailleurs une véritable insulte, non seulement par rapport au martyr de Douala Mangabel, mais qui est une insulte même à la mémoire du Cameroun et à la mémoire de ceux... Avec tous ces rues de Bonanjo qui portent le nom de ces colons? Non, tous ces rues, on peut encore se dire... On peut les débaptiser. On peut se dire que c'est parce qu'il y avait l'administration allemande et française qui était là. C'est elle qui gérait tout. Mais vous voyez la volonté des exécutifs de la communauté urbaine de Douala qui débaptisent depuis un certain temps. Et ça va, le phénomène va aller beaucoup plus de l'avant. Mais quand Issama décide donc de lutter, ne pouvant pas déboulonner cette statue entière, il a décapité. Ça lui a coûté plusieurs mois de prison. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un monument, c'est peut-être le seul monument au monde qui est en prison, en prison. Donc on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher. Donc le phénomène le sacrifice de Douala Mangabel, c'est un sacrifice qui est inscrit dans l'ADN même du Cameroun. Et quand vous dites qu'il est seulement célébré par la communauté Sawa, c'est en partie vrai. Il a parlé du canton Bel. Canton Bel, c'est en partie vrai. Parce que demain, toute la diaspora, Sawa fait Douala Mangabel un peu partout à travers le monde, mais surtout, n'oubliez pas que le Ngondo a au centre de ses préoccupations la commémoration et surtout la présence permanente du sacrifice de Rudolf Douala Mangabel. Et aujourd'hui, cette année,
comme par le plus grand des hasards, il y a l'arrière-petit-fils de Rodolphe Douala Mangabel, qui est le président du Ngondo. Donc, quand vous parlez de mobilisation, on va voir ce que ça va donner demain, mais toujours est-il que quand vous approchez certains milieux, Sawa, en général, aujourd'hui, vous réalisez qu'il y a une volonté... un véritable réveil. Forcené de l'appropriation, de la réappropriation de notre histoire. Or, le messager en titrant ce matin, l'héritage de Douala Mangabel, l'héritage était un peu décati. Bon, je pense qu'il y a une reprise de conscience, il y a une prise de conscience beaucoup plus affirmée pour reconnaître et surtout célébrer ce patriote qui est mort, sachant qu'il allait mourir et qui a accepté de mourir pour sa communauté. En tout cas, c'est l'occasion aussi de voir de mémoire Martin Paul Samba qui avait été fusillé à Ebolova. Ils sont nombreux. Ces martyrs qui sont morts pour le Cameroun. Chapeau donc au quotidien Le Messager. Jean-François Chanon. Il faut dire qu'il préparait son coup depuis longtemps. Bon, voilà. Mais toujours dans les colonnes du journal Le Messager, je ne vais pas vous dire ce que j'ai eu ce matin comme coup de fil. Sur ce Conseil supérieur de la magistrature, donc le quotidien dit le temps des arnaques. Le journal est allé jusqu'à citer Marie-Solange Tomé-Tamé comme étant celle qui arnaque les magistrats. Et je ne veux pas dire tout naïvement, parce que c'était quand même un exemple assez illustratif et qui frappait l'esprit qu'un civil se permette d'escroquer les magistrats. Escroquer entre guillemets, bien sûr. Oui, entre guillemets, évidemment. Est-ce que pour un quotidien comme Le Messager, rapporter de tels faits sur la base de ce qu'on a vu sur un site internet, est-ce que ça devrait normalement faire? Parce que là, je vais vous le dire, certains sont allés jusqu'à penser que ce qui se serait passé au Messager, peut-être moi j'ai été trompé dans cette affaire. Non, on connaît votre probité et votre objectivité, vous n'avez fait que votre travail, mais je pense que le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a pas encore eu lieu compte tenu de faire des excès. Et lorsque j'ai parcouru l'article du Messager, je me suis demandé s'il s'agissait encore de journalisme. Bien évidemment, l'article dit que c'est parti d'une publication sur Internet, la dite publication que j'ai également lue, qui n'avait aucune preuve. Je peux citer le confrère qui a fait cette publication, Maurice Bertol, bien évidemment, qui a accusé la dame que vous avez citée tout à l'heure, Marie-Solange, voilà, d'arnaquer les magistrats pour leur marchander des plates-bandes dans l'administration judiciaire. Donc, c'est un article qui est extrêmement léger, qui ne présente aucune preuve et qui, malheureusement, extrapole sur d'autres faits qui n'ont absolument rien à voir avec le Conseil supérieur de la magistrature. Dame Tométan est connue comme celle qui a fait fermer pendant plusieurs jours la direction générale de Chanas Assurance parce qu'elle revendique le poste du président du conseil d'administration. Sur ordre du procureur de la République, elle a fait fermer cette direction générale. Donc, ça veut dire qu'elle est bien connue du public, mais l'information qui vient de l'étranger, notre confrère qui a été saisi par quelqu'un qui lui a dit que Marie-Solange Tométan lui a pris 4 millions pour le positionner et que ce n'était pas le seul, je crois que c'est tiré par les cheveux. Et lorsque j'ai parcouru l'article, c'est totalement vide et je crois que dans la démarche journalistique, on peut davantage faire mieux. Et récemment, il y a 2 jours, le Conseil national de la communication a frappé certains organes de presse qui ne respectent pas l'éthique déontologique et la profession, les canons de notre profession. Je pense qu'avec un article pareil, qui a été bien écrit, mais avec des éléments très légers, on devrait s'interroger sur le bien fondé même et l'objectivité de notre profession et les raisons sous-jacentes qui ont conduit à ce qu'un tel article puisse non seulement être publié et passer en petite une d'un journal aussi sérieux que Le Messager. Aussi sérieux que Le Messager. En tout cas, Camille Nélé, sur la question, nous présentons déjà toutes nos excuses à Marie-Solange Tomé-Tamé. On n'a rien contre elle, je ne la connais même pas du tout. Donc, je ne suis pas dans les parages de tout ce qui s'est passé. Camille. Vous présentez vos excuses au nom de je sais qu'elle doit être très mal. Au nom de la presse ou au nom du Messager? Non, à mon nom personnel. Je crois qu'elle doit être très mal. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'émeut de la dérive de la désinformation qui trône dans les réseaux sociaux. Bon, Georges Sémé qui a lu l'article, qui a suivi, même moi, c'est ce matin que je découvre cet article à la une du Messager. Bon, il est vrai que depuis qu'on annonce le Conseil supérieur de la magistrature, il y a beaucoup de gens qui s'agitent parce que ça, c'est une tradition. C'est-à-dire qu'il y en a certainement qui font des pieds et des mains pour ça. Mais il n'est pas exclu. D'ailleurs, il y a le quotidien Mutation qui a relevé ces mouvements de couloir pour protéger. Bien entendu. Ça, c'est vieux comme, voilà, comme les chamboulements dans la magistrature. Bon, mais de là à donner le nom d'une personne
qui aurait arnaqué un magistrat. Sans même la faire intervenir dans le papier. Je crois que c'est extrêmement grave pour notre métier. Et moi je viens de lire cet article, je n'ai même pas vu le nom du magistrat en question, parce que ça aussi c'est important. Donc je crois que si Georges Sémé est en train de tempêter contre de telles pratiques journalistiques, c'est certainement à raison. Mais il faut le dire, les réseaux sociaux polluent vraiment l'intelligence des Camerounais, ils polluent vraiment la compréhension des Camerounais. Et moi, je pense que, comme l'a dit... un journal sérieux ne devrait pas aller reprendre de telles informations. Ne peut pas reprendre une information sans avoir effectué tous les recoupements nécessaires. À partir d'un article publié dans les réseaux sociaux. Donc... on verra bien ce que ça va donner et on verra bien si ce magistrat va se manifester ou bien si Madame Tomtane sera poursuivie, parce que Georges Sémé m'a dit qu'il semblerait qu'elle serait poursuivie pour avoir escroqué ce magistrat. Donc attendons de voir, mais toujours dit, comme le dit Georges, ce genre de pratique n'est pas très orthodoxe. En tout cas, ce qui attire d'ailleurs mon attention pour l'instant, je vois là l'article est signé MS, je ne sais pas qui est MS, pourquoi avoir mis les initiales en plein point un article, généralement le fait lorsqu'on a un deuxième article, Georges Sémé. C'est d'autant plus grave parce que je pense qu'on peut bien évidemment sourcer son information à partir des réseaux sociaux. Mais il a dit que c'est selon des réseaux sociaux. Oui, mais on effectue tous les recoupements nécessaires. D'abord, respecter les canons de métier, mais également la personne fait parler la personne qui est accusée et présenter au moins une preuve. Mais là, c'est un tas de ragots qui ne fait pas du tout avancer. Mais je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Et je loue votre humilité et votre modestie qui en dit long sur votre probité. Et peut-être avec votre réaction, ça vous blanchira complètement de ceux qui pensaient que... etc., en tout cas, si évidemment, quelqu'un dans ce milieu-là m'a donné quelque chose, je lui prie de venir revendiquer. Il peut même le revendiquer public, il peut revendiquer son argent publiquement. Mais Jean-Paul Chinal, MS, ça peut aussi vouloir dire Marie-Solange. Ah, quelle aurait signé là. Drôle de coïncidence. En tout cas, on poursuit avec cet autre article à la une du quotidien, du journal L'Œil du Sahel. 109 terroristes qui déposent les armes. Georges Sémé, c'est quand même, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire historique, mais c'est quand même un fait inédit. Ils déposent les armes à la suite des regrets qu'ils éprouvent pour monts et merveilles qu'on leur avait promis et que finalement, au bout du compte, au lieu de leur donner moto et argent, on leur a donné des armes pour combattre la République. Aujourd'hui, ils éprouvent du remords. Comment est-ce que cette sortie ne montre pas déjà que Boko Haram va être sérieusement affaibli? Non, Boko Haram n'est pas encore affaibli, même si elle a perdu un peu de sa verve d'attaque. Mais je vous rappelle que le 3 août dernier, il y a eu une grosse attaque de Boko Haram où on a tué pratiquement 18 personnes, une vingtaine de personnes dans un camp de réfugiés. Donc ça veut dire que la puissance de frappe de Boko Haram est encore certaine. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun, pour le Nigeria également, d'avoir pu amener 109 terroristes. Ils ont dit terroristes, mais tout le monde n'est pas terroriste dans ce groupe. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a des terroristes, bien évidemment. Il y a des simples paysans qu'on avait enrôlés au sein de Boko Haram. Certains sont enrôlés même pas peur de mourir. Exactement. Donc c'est une excellente nouvelle. Mais le tout n'est pas seulement qu'ils remettent les armes. Je crois qu'il y a un programme gouvernemental qui a été institué par le président de la République, qui a trait à la démobilisation et la réinsertion de ces terroristes qui ne concernent pas seulement Boko Haram, mais qui concernent également la crise anglophone. Donc je pense qu'il faut, pour ceux des Camerounais qui figurent dans ce lot, vont être réintégrés parce que nous apprenons que la majorité de ces terroristes sont d'origine nigérienne. Et c'est à mettre à l'actif de la coordination militaire entre le Cameroun et le Nigeria, mais également à l'intervention de la force mixte multilatérale qui, je crois, a travaillé, sensibiliser pour que ces 109 personnes reviennent dans les girons de la République. Camille? En tout cas, Jean-Paul Chiniat, c'est un grand baume au cœur, non seulement des populations de cette région, mais surtout du Cameroun tout entier, de savoir qu'il y a déjà 109 tueurs de moins dans la nature. Et moi, je l'ai toujours dit, là-bas, à l'extrême nord, il n'y a pas que seulement Boko Haram, il y a aussi des groupes armés, des bandes armées, des gens qui ont pris les armes, qui en profitaient pour continuer à semer la zizanie en tuant, en égorgeant, en faisant des razzias. Donc, c'est heureux. Et ce que l'on peut constater, c'est que ces individus qui se sont rendus, on ne les a pas mis en prison.
on les récupère, on les réinsère, et maintenant on leur trouve une activité génératrice. Et surtout, on leur fait comprendre que ça ne sert à rien. Bon, le gouverneur Mijia Obakari, qui s'est investi depuis très très longtemps dans cette lutte contre Boko Haram, avait révélé il y a quelque temps que tout a été fait pour infiltrer même toutes ces bandes armées, pour qu'il y ait des gens qui, là-dedans, jouent le rôle d'objecteurs de conscience et d'amener certains à sortir de là. Et moi, je pense que ça commence à porter le fruit. Ça porte des fruits non seulement au nord-ouest, mais surtout au sud-ouest, où il y a quelques jours encore, on a enregistré quelques dizaines de terroristes de l'Amazonie qui sont revenus, qui sont sortis de brousse, comme on dit, et qui sont venus se rendre devant les forces de l'ordre. Et là aussi, du côté du nord-ouest, du sud-ouest, on ne les a pas mis en prison, on a tout fait pour les prendre et les réinsérer. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau qu'il faut soulever de ce côté-là. Et c'est surtout l'espoir que de plus en plus ces assassins qui sont dans la nature sortent et permettent aux Camerounais de dormir en paix. On va retourner dans les colonnes du journal Le Messager. Georges Sémé, il y a suite le don présidentiel pour assister les populations vulnérables en difficulté à ces moments de Covid-19. À la suite d'un certain nombre lorsqu'au départ, les accusations étaient portées contre le ministre Manaouda, qui avait lavé les mains, que la responsabilité, s'il y a des comptes à demander, c'est au gouverneur des régions, ce qu'on devait leur faire parvenir a été fait. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Franka Augustine, a sorti l'affaire. L'éclairage sur comment ça a été géré. Le quotidien Le Messager qui interpelle les 9 autres gouverneurs de région. Pourquoi sont-ils muets, silencieux, comme s'ils n'avaient pas reçu le littoral, le nord, l'extrême nord, la Damawa, le sud, le sud-ouest? Je crois qu'il y a eu une grosse polémique sur la gestion du don Covid général, qu'il soit en nature ou alors en argent. Il y a eu une grosse polémique là-dessus. Mais il y a également eu une riposte communicationnelle du gouvernement, notamment M. Sadi qui a effectué une sortie, mais surtout le ministre de la Santé qui était présenté comme celui... Avec l'affaire de 8 milliards. Voilà, qui a été présenté comme celui qui a, entre guillemets, bouffé l'argent du Covid. Il a fait une communication où il a élaboré la répartition, la ventilation de tous ces dons. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on dise quelque chose en ce qui concerne le riz, ce fameux riz d'Orca. Il n'était pas destiné aux familles. Ce riz n'était pas destiné aux familles ou alors aux populations. On ne devrait pas le distribuer aux populations ou aux premiers venus qui venaient voir le gouverneur. C'était destiné à la prise en charge des malades du Covid. Donc c'est en réalité un riz qu'on ne peut pas voir comme ça. Qu'on ne peut pas voir. Il a été affecté à la prise en charge des malades du Covid. Et nous, on a mené notre petite enquête. Bien évidemment, impossible n'est pas camerounais, mais les malades du Covid bénéficiaient de 3 repas par jour et il y avait du riz. Mais maintenant, s'il y a des anomalies, ce qui est bien possible, comme on l'a relevé, ce qui est bien possible, mais je pense que chaque personne de l'administration centrale jusqu'aux régions devrait apporter de certaines clarifications sur ce qui a été effectivement mené dans le cadre de la distribution de ce Covid. Vous avez cité le gouverneur de l'Ouest qui l'a déjà fait. Bon vent aux autres gouverneurs de rendre publique la démarche qu'ils ont effectuée dans la ventilation de donc ça permettra non seulement d'éteindre la polémique sur un éventuel détournement, mais je crois que ça donnera une autre impression qu'on a de l'action gouvernementale en matière de gestion du Covid-19. Camille, est-ce qu'aujourd'hui, avec cet exemple que le gouverneur de la région de l'Ouest a montré, est-ce que les autres gouverneurs ne devraient pas suivre pour taire finalement la polémique et montrer clairement qu'aujourd'hui, la communication est un élément essentiel dans la gestion administrative? Vous savez, à moins de conclure que nous sommes en pleine inquisition, on va mettre tout le monde au tribunal. On va demander, vous avez reçu, vous avez fait quoi? Vous avez reçu, vous avez fait quoi? Moi, je m'en tiens à une de vos boutades il y a quelques semaines, quand vous avez dit, bon, mais vous donnez 30 000 francs à quelqu'un pour toute la semaine, mais mercredi, vous lui dites dites-moi ce que vous avez fait de ces 30 000 francs, alors qu'il est toujours en train de travailler. Parce que ce que l'on oublie de dire, c'est que le Covid continue toujours, c'est que les dons qui ont été affectés justement au soutien de ce Covid continuent toujours d'être dispensés. Ce n'est pas en un jour, et Georges Sémé vient de le dire, ce n'est pas du riz qu'on est allé donner aux familles et de rester tranquille. Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui bénéficient et de ces riz et de ces beaucoup de choses de manière quotidienne. Donc,
mettre les gouverneurs au tribunal et leur dire que venez nous faire les comptes, moi je pense que ça paraît un peu enfantin. Ça paraît un peu enfantin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont soulevé ouvert la boîte de Pandore en disant que oui, il y a eu des détournements, oui, il y a eu des détournements, sans avoir effectivement des preuves. Mais moi je pense que ce n'est pas dans un climat d'inquisition comme celui-là qu'on peut effectivement faire avancer, surtout donner la possibilité à ces dons présidentiels de pouvoir atteindre leur objectif. Mais comment vous appréciez donc la démarche du gouverneur de l'Ouest? Ben, peut-être certainement parce que... Elle est condamnable? Non, elle n'est pas condamnable. C'est un choix. Il a décidé, en son âme et conscience, de dire que, bon, moi, voici ce que moi j'ai fait. Bon, c'est justement parce que après avoir suivi ce que disent les autres, il s'est dit qu'il ne faudrait pas qu'on vienne me poser des questions. Donc moi, je prends les devants. Mais ça ne doit pas aussi pousser les autres gouvernants, parce qu'on va se retrouver chaque semaine avec la confession d'un gouvernant. Ces gouvernants ne sont pas dans un confessionnal. Mesdames, Messieurs, merci à Camille Nélé, merci à Georges Sémé qui a fait les pieds des mains pour être ce matin. Il ne se porte pas très bien. Beaucoup de courage, Georges Sémé, et surtout soignez-vous bien. Oui, Camille. Oui, je voulais fermer ce plateau en adressant toutes nos condoléances à notre copanéliste Guy Fongan qui a perdu sa mère hier, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas pu être là. Pendant que nous étions en pleine émission, sa mère est tombée, il l'a amenée à l'hôpital général et elle est décédée. Donc toutes nos condoléances à Guy Fongan. En tout cas, tout notre soutien à notre panéliste Guy Fongan. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.